KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. L'allée était longue. La conciergerie pas encore en vue. Le gravier crissait sous leurs 4 souliers. Les paroles de Marguillier sonnaient assez sèchement dans ces larges espaces pleins de soleil. Il démêlait quelques linéaments en un tourbillon d'émotions sauvages, incapable de savoir ce qu'elles étaient essentiellement. Joie ou douleur, terreur ou espoir, une sorte de honte de voir manipuler avec ce sans-gêne l'image qu'il n'évoquait qu'avec des agenouillements, l'impossibilité de retenir sur le versant raisonnable le devancement frénétique de ses rêves, les jours qu'il faudrait encore attendre, des craintes éperdues et le début d'un ouragan d'espérance que les propos de Marguillier anéantirent de nouveau. Et puis, je crois que nous disons des bêtises. Il y a le grand Des-Graisses, évidemment. Sur ce chapitre, le vieil avoué local devenu homme d'État, si sommaire en valeur morale, qui devait mal jouer sur ses cordes, s'étendait, voyait clair, détaillait avec volupté. Il rappela les vieilles histoires de la génération précédente. C'est son étude, du moins celle du prédécesseur, qui avait licité la vente des sablons et autres immeubles aux grands soyeux de l'époque, Des-Graisses et compagnie. Des-Graisses, c'était Des-Graisses, et compagnie, c'était aussi Des-Graisses. Un vieux monsieur à barbe blanche, robuste, très simple, portant sa valise lui-même, dont on avait su qu'après la personnalité. La tradition s'en conservait dans l'étude. Maintenant, Des-Graisses, c'est Henri. C'est l'aîné des fils. Il est déjà très riche quand il a commencé d'être riche. Paul disparaît dans l'ombre de son frère. Un bourdonnement de termes d'argent semblait enclore en passant les bois, les hectares de prairies et tout le rond du ciel. Marguillier expliquait les puissantes sociétés d'énergie électrique de Strasbourg à la Méditerranée. Techniquement, financièrement, commercialement, les plus fortes de France. Ça, c'est la base. Et puis le jeu des annexes et des filiales, le financement par ses propres banques, les arrangements de production arrachés aux grands consortiums. Depuis la guerre, bien entendu, il y a les extensions suédoises, canadiennes et celles de l'Afrique du Nord. Pendant la crise de 21, il a tué autour de lui toute affaire moyenne, comme un gros arbre. Ici, un coup de coude dans les côtes d'Augustin, accompagnant un mot prononcé les mâchoires serrées, qui eût ravi Harpagon. Et la prudence de tout cela, l'absence de dispersion, les réserves gigantesques et les dividendes lents. Soudain, le président abandonna ce ton vif, ses yeux de loup cervier, ses manipulations fictives, par des mains courbées en plateau de balance. Les propos qui suivirent prirent une froideur objective. L'indifférente précision dont on expose des réalités monétaires infiniment au-dessus de vous, par exemple, les chapitres d'un budget d'État. Un des 20 ou 30 hommes les plus riches du monde. À peu près les termes de Brûle autrefois. Augustin pensa que les financiers se renouvelaient peu. J'ai entendu parler par des gens qui doivent savoir, et à une date donnée, sans quoi ça n'a pas de sens. Mais soudain s'interrompant, allongeant en une sorte de moue ses 2 lèvres rasées. « À quoi bon ?» fit-il. Il termina sur ce petit silence, pour laisser à la seule sorte de rêverie qu'admit sa pensée, le temps de se développer et de s'étendre. Ce qu'il oubliait de dire, petit détail, pas à l'échelle des grandes lignes de l'histoire, c'était qu'il existait dans quelque lointaine dépendance de M. Henri Des-Graisses, perdu en sa masse économique immense,
En des conseils d'administration gras, tranquilles et peu visibles, certains postes occupés par quelqu'un du nom de Monsieur Marguillier. Augustin haussa les épaules le plus discrètement qu'il put. Marguillier ne savait rien, en dépit de tout ce cliquetis autour d'une des vastes puissances du monde. Il n'avait pas vu de petites choses, ignoré de tout bilan, caché en d'autres compartiments de l'activité humaine, la main admirable, jetée passionnément à ses lèvres, ni la longue fillette aux yeux bleus sombres, ni l'immobile et impassible tendresse dont il les enveloppait tous les deux. Il poussa à lèvres closes un long soupir filé et interminable. Tout occupé d'examiner de loin sa voiture maintenant en vue, Marguillier ne le remarqua pas. Le chauffeur sauta du siège et tint la portière. Augustin entendit. « Je ne t'amène pas parce que... » Et ici une raison qu'il n'écouta pas, parente de celle qui l'avait empêché jadis d'aider efficacement son père. Il dit qu'il avait sa bicyclette, de rentrer dans ce parc qu'il venait de traverser. Il crut ne pas supporter de revoir ce rond de nature où elle reposait ses yeux, ce cadre d'air vide et vaste où elle respirait. Que l'avenir fût ceci ou cela, possible ou impossible, atroce ou heureux, c'était dans le présent qu'il était, son immaîtrisable présent passionné. Il ramassa d'une avidité égale toutes les images d'Anne, même celles dont il avait tant souffert. La longue marche éperdue dans les salons frais, la spirale de sa main montant vers la chevelure, le regret. Comme vous restez loin. La compagnie des Louviers-Bolny, la dernière attitude. Les bras sur la bergère, puis, droit dans le sien, le grand regard pur et tout ce haut attrait inaccessible à cause duquel il avait commencé de l'aimer. Il dut réprimer le désir de s'abattre sur la pelouse à plat ventre, d'y cacher sa tête et aussi de serrer son cœur à deux mains à cause de l'intolérable, de la mortelle douceur qu'il ressentait. Ne l'éveillez pas avant qu'elle ne veuille. Les coups de cloche de la première messe finirent par atteindre le dormeur à travers de noires épaisseurs de repos. Des morceaux de lui-même s'agglutinaient peu à peu autour de la lumière centrale et se séparaient des illusions. La nuque, les tempes, le bras droit sur lequel avait dormi la tête, tous les emplacements choisis par la fatigue l'étaient maintenant par la clarté. Des bulles de son tombaient des cloches et venaient crever dans le grand jour. Réveillé, Augustin retrouva dans l'air, l'attendant, l'immense lyrisme qu'il avait quitté pour dormir. Le matin lui présenta cette transformation de toutes choses, ces surfaces décapées, rajeunies, virginales, revêtues par un monde frais créé et moite encore, par les feuilles, par le ciel sur les jardins, par le soleil sur les murettes, d'un or blanc mouillé de nuit. Des réserves de fraîcheur insoupçonnables remontaient de la profondeur des choses pour s'étaler sur leur superficie magnifique. Depuis 4 jours exactement, depuis son retour des Sablons, durait cet enivrement à chaque instant réfréné. Il l'obligeait à parler lentement à table, de crainte d'exaltation et de chant, à repousser de ses épreuves d'Aristote une distraction souveraine, à tempérer l'éclat de son regard, et parfois, il lui coupait le souffle. Augustin sentit sur ses cuisses nues le froid de 6 heures du matin, sous ses pieds celui du parquet, puis les beaux frissons glacés que l'eau lui faisait courir sur la nuque, l'occiput et les tempes, et jusqu'aux profondeurs cérébrales. Rien de plus net que sa pensée. Son amour l'occupait tout entière. Il l'encombrait, il l'expropriait. Il devait l'écarter doucement parce qu'il faut bien s'occuper des autres choses de l'existence, répondre aux lettres qu'on reçoit, corriger des épreuves de livres, manger, continuer sans trop de distraction la conversation des siens. Il restait alors, au fond de lui,
dans l'emballage trop volumineux d'un secret cadeau précieux qu'on n'ouvre pas encore, qu'on range avec de grandes précautions pour un peu plus tard, quand on sera seul. Toute recherche pour savoir d'où venait, comment se composait cet amour, lui paraissait factice, suspecte d'arbitraire et de littérature, indigne de sa fraîcheur splendide. Qui savait ? Qu'importait ? Chaque moment est créateur. Son amour courait fort et droit comme un grand vent. Il était plénitude, simplicité, renouvellement de tout. Pas d'autre racine que les puissances d'aimer de son ascétique et abstraite jeunesse. Un printemps immense est venu tard. Tout y était plein, beau, parfait. Tout s'y trouvait des désirs de son cœur, par une sorte de merveille ou de miracle. Malgré son refus de regarder, il était bien forcé de voir les choses. Peut-être avait-il besoin d'exotisme géographique ou social, comme au jour de Gridenwald et de l'étudiante norvégienne. Mais l'essentiel n'était pas là. Cet amour absorbait les longs prestiges de son enfance, mais transféré, devenu adulte, rendu sérieux et ineffable. Il le voyait bien à la lumière des temps antérieurs. Toutes ces belles émotions de toujours avaient gravité autour des sablons, s'étaient tournées vers ce pays de fées, intimidant et passionné. Ce renouvellement de sa vie ramifiait ses solides racines dans la substance même de sa vie. Il était moite de l'humus natal. Tous ses chemins s'y rendaient. Toutes les promenades où marquaient, près des pas de son père, les traces mal effacées de ses souliers d'enfant. Comme tous ceux nourris au moelle familial, cet enfoncement dans l'enfance était essentiel à la plénitude de son amour. Était-ce trop tôt ? Pouvait-il y retourner aujourd'hui ? Il avait bien entendu. Et naturellement, revenez nous voir dans l'intervalle. Il se rappelait ces mots de lumière. Il faudrait sans doute téléphoner, demander si l'on était visible. Il défaillait de timide ivresse et d'imaginer les grands espaces de parc qui la devanceraient. Mais cela n'était que puérilité. Les terreurs autrement profondes lui coupaient les jarrets. Anne restait, par chance immense, à peu près intouchée dans ce formidable milieu d'argent. Elle avançait inaccompagnée, pure et seule, hors des grands édifices du capitalisme contemporain. Mais enfin, ses alentours sociaux, les 1000 charmes de sa vie, la distinction de sa sensibilité, ses habitudes incontrariées, personnelles et héréditaires, conservaient plus que des reflets de cette inabordable puissance. Un peu de son aspect souverain. Augustin tremblait que les grandes chaires de Sorbonne parussent bien peu de choses, même avec les prolongements internationaux dont elles ne manquent pas aujourd'hui, ou les élections à l'Institut qu'il se surprit à désirer d'une manière ridicule et prématurée. D'autres angoisses plus graves encore se glissaient dans ses chants, silence subit séparant les notes. Autrefois, pendant la triste nuit, au temps de la grande épreuve religieuse, redoutant la douleur des siens, il s'était jugé fort capable, comme il disait, des simulations pathétiques. Sans même tenir compte de la manière dont la tendresse de sa mère avait résolu le problème, peut-être n'avait-il pas besoin de telles simulations. Il exagérait son agnosticisme. Qu'avait-il donc à simuler ? La prière à Dieu ? Si se rendre perméable à une réalité première, distincte des hommes, les aimants, qu'étant leur amour d'une obscure et puissante quête, était une prière, il priait. Pas un mot du pater qui ne pût prononcer avec soumission. Si la spécificité des phénomènes de sainteté lui paraissait obscurément possible, si l'étrange charme de la vie des saints lui étreignait le cœur, de cette manière aussi il priait. Il sentait entre l'âme de sa mère et celle de ses saints une simple différence de degré, en sorte qu'il pût presque toucher ceci par cela. Il priait, il regrettait, il aimait. Le flux divin, inarrêté, plus mince seulement, contournant pour entrer en lui des vannes qu'il gardait closes,
ruisselait par le canal des siens. Était-il absolument nécessaire d'affirmer sur ce qu'il regrettait et aimait des certitudes que ne comportait pas l'existence ? Si chercher Dieu, c'est l'avoir trouvé, désiré, l'adorer, c'est l'adorer déjà. Y a-t-il d'autre manière d'aimer l'inconnaissable ? Et quel autre sens donner à ces mots, croire en Dieu ? Toutes ces croyances chéries, privées de leurs anciennes certitudes historiques, nullement démenties pour autant, conservaient leur puissance de persuasion émotive si elles perdaient l'étreinte syllogistique. Or, le devoir d'aimer Dieu d'un imprécisable amour et de continuer ainsi en sa conscience la tendance profonde du réel hiérarchique. Or, une exacte austérité de vie et le respect fraternel des hommes, qu'il pratiquait. Elle n'avait plus rien à exiger de lui. Tout au contraire, elle donnait. Elle offrait leur poésie, leur tendresse, une profondeur naïve dans leur traduction du mystère humain, une certaine ardeur de charité que l'homme n'eût pas connue sans elle. Il lui semblait même que ce fût une infériorité, et comme un vague déshonneur que d'être admis à recevoir plutôt qu'à donner. Telle était sa pensée religieuse, au moins telle il la voyait. Mais que risquait-elle de paraître, pour ses yeux à elle, lorsqu'il aurait à la lui soumettre candidement ? La jugerait-elle un obstacle à sa foi, ou un secours ? Exigeait-elle plus ? Une parfaite communauté d'âmes ? Qui pouvait savoir ? Même lorsqu'il avait eu à juger professionnellement ses réponses, était-il sûr de n'avoir rien dit qui l'eût blessé ? Un tel examen, à supposer qu'il retrouvât la froideur de la voir ainsi devant lui, serait aujourd'hui au-dessus de ses forces. Il lui jetterait en bloc toutes ses pensées et toutes ses émotions et toute sa culture, pour qu'elle en compose elle-même ce qu'elle voudrait avec ses mains. Pour cette vraisemblable exigence religieuse, il l'aimait plus chèrement, avec plus de pathétique et d'inquiétude. Sa pensée gracile, juvénile et tenace, lui était chère comme la continuation vers de plus hauts refuges, de la grâce parfaite de son corps, comme une force de beauté qu'à la différence de l'autre, elle eût choisie. Il lui expliquerait qu'il aimait ainsi sa pensée, qu'il l'aimait de grand amour. Un lent pas endormi le mena vers le rideau de lustrine, qui cachait maintenant les livres de son père, gardés là pour ses travaux de vacances. Il trouva la Bible et l'ouvrit. Il se rappelait, au Cantique des Cantiques, des versets d'une splendeur passionnée. Mets un sceau sur ton cœur, mets un sceau sur ton bras. Non, ce n'était pas ce qu'il cherchait. Mais peu importait, la phrase suffisait, c'était juste. Son sceau à elle lui marquait le bras et le cœur. Il tourna quelques pages, retrouva les mots prodigieux. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur fiancée. Tu m'as ravi le cœur d'un seul de tes regards jardins fermés, source fermée, source scellée, arbre à encens, source de jardin, puits d'eau vive, ruisseau qui coule du Liban. Et aussi, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Soutenez-moi avec des fleurs. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Il mit des signets entre les feuilles et replaça le livre derrière le rideau de lustrine. La plénitude de cet amour le confondait. Il ne savait trop quel chemin prendre pour faire monter vers Dieu sa gratitude, ni quel sens exact donner au terme bénédiction. Tout cela palpitait entre ciel et terre. La douceur de certains mots lui était littéralement intolérable. Celui de petite Anne, celui de fiancée. Il produisait un arrêt du cœur réel, senti, d'1 ou 2 secondes. Dans sa poitrine, en attente et ne servant à rien, une sorte de velours intérieur trop chaud s'étalait contre lequel battait ce cœur. Il pensait aux vieilles images, feux, blessures, temps rayés,
c'était bien cela, cependant. Quand s'était présenté pour la première fois, le lendemain du déjeuner, ces mots insoutenables. Il avait été heureux d'être seul, pour se mettre à genoux contre sa table, comme en ses anciennes prières, la tête dans ses bras, et ne plus rien voir que la nuit. Une porte de couleur marron, armée de ces loquets qu'on ne fait plus depuis longtemps, donnait dans la chambre. Elle ne fermait jamais bien parce que le loquet retombait sur une large serrure usée. Les coups de vent, qui venaient dès septembre par les cheminées de la vieille maison, l'agitaient de bruit au timbre ancien. S'il vous éveillait, le sommeil interrompu revenait vite. Le dormeur retrouvait les entours familiers présents au creux des nuits calmes. Il lui confirmait qu'il n'y avait rien de nouveau, que tout était bien, qu'il pouvait retomber aux niches tièdes du sommeil. Aussi chaud que la veille, mais avec de courtes brises subites et des nuages pommelés qui sentaient l'automne, le matin entrait par la fenêtre, soufflait sur la table à écrire, inspectait une page, la lançait à terre de dépit de la voir blanche. Le bruit des petits ménages se continuait dans les cours voisines, et Marie, la femme d'ouvrage, faisait crier pour l'ouvrir la porte rouillée du jardin. La vie de la maison, commençante, peuplait l'air de 8 heures, quand les fraîcheurs disparaissaient avec l'invasion des bruits pratiques, et que le jour ressemble à un grand garçon trop jeune, à l'âge ingrat de sa vie, un peu d'acné juvénile sur son visage adolescent. Une première tache de soleil s'élargissait sur le parquet. À travers les portes fermées passaient depuis quelque temps des cris de tout petits, qui semblaient ne devoir jamais cesser, mais soudain s'éteignirent. Des frappements de pas s'approchèrent. Le loquet s'ouvrit. « Augustin, » dit sa mère, après le premier baiser du matin, « Christine voudrait que tu demandes au docteur de venir voir bébé. » Et comme Augustin s'étonnait, « Les mamans s'inquiètent vite, tu sais. Outre son mal de dents, il a aussi un peu de diarrhée. Christine craint avec ses chaleurs, mais pas tout de suite, quand tu auras déjeuné. Tu lui dirais de venir assez vite, sans que cela gêne l'heure des autres malades. Tu le trouverais encore chez lui. Il pourra arranger ensemble ses visites. » Une des règles spontanées de son existence était en effet de se mettre à la place de ceux à qui elle avait affaire, de chercher ce qui leur était commode, ce qu'ils pouvaient penser ou sentir. Elle leur prêtait sa propre délicatesse. Elle était ingénieuse à assumer, dans leur intérêt à eux, des gènes subtils et inattendus. Ce mélange d'intérêts contradictoires prêtait quelque désordre à ses indications. Christine confirma ses légères inquiétudes. D'abord, bébé restait grognon. Il buvait mal. On entendait parler de diarrhée estivale, de gastro-entérite. Enfin, elle voulait en avoir le cœur net. Augustin y fut sur le champ. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui fut-il répondu. « C'est pour Madame Méridier ? Non. Pour le petit ? J'aime mieux ça. » Augustin rapporta une promesse de visite ce matin même. Comme il s'installait devant son café servi dans la cuisine, la grosse Marie entra, porteuse de 2 brocs d'eau. C'était une femme énorme, à grands bras rouges. Elle s'efforçait de modérer, à cause des sommeils de bébé, une voix qui offrait lors des émissions à plein volume la masse et le métal d'une petite cloche. Elle devait rester 4 heures par jour, mais habituellement demeurait un peu plus. Elle commençait ses journées en montant le charbon, le bois et l'eau. On la prenait d'une fontaine située dans la cour, sous la fenêtre de l'ancienne chambre d'Augustin, et qui coulait tout le temps. Elle remplissait 4 brocs le matin, 4 aussi l'après-midi, à cause des lavages et des bains de bébé. Le dimanche, elle ne faisait pas le reste du ménage, ne venait que pour l'eau et encore par complaisance pure. Madame Méridier la payait tous les jours, par habitude de pauvre, et aussi pour ne pas faire de compte, malgré les recherches compliquées de petite monnaie. Elle regardait, au moment de payer, le vieux réveil qui marquait l'heure sur la hotte de la cheminée. Marie, alors, gonflée de café au lait surérogatoire, disait régulièrement de sa voix formidable et adoucie : « Ça ferait bien 5 minutes de plus que l'heure, ou 10 minutes, mais faut pas les compter, allez.
Faut les laisser faire. Elles ont bien le temps. Non moins régulièrement, Madame Méridier mettait une dizaine de sous supplémentaires dans la vaste main mollie de consentement, rosie par les savonnages, truffée d'endroits restés terreux. Cette scène se reproduisait toujours la même, en une totale imperméabilité à la lassitude du déjà-vu. Les plaisanteries les plus aimées sont celles qui gardent la trace des anciens rires. L'assurance de trouver, au lieu et temps où on sait qu'ils sont, les gestes et les mots familiers, engendre une paix qui a son charme. On circule dans la vie les yeux fermés. C'est le placement en obligation des petits bonheurs. La grande Marie dit un « Bonjour, monsieur » où éclatait la protection animale d'un mastif pour un roquet de luxe. Elle lui avait demandé tous les jours, pendant toute une semaine, si, comme ça, il s'accoutumait, ajoutant quelquefois « C'est tant mieux, pauvre !» Elle lui rappelait, en plus vaste, plus doux, plus indolent, moins hargneux, la Catherine d'autrefois. Elle lui ressemblait dans la taille au-dessus, avec les qualités et défauts, spontanés et automatiques, des femmes de ménage de grand format. Elle vida, pour le bain, la bouillotte du fourneau, la remplit de ses brocs et regarda Augustin manger. Son air de protection s'accentuait à mesure qu'elle détaillait les poignets minces, le visage osseux, fin et froid, les accès, assez rares il est vrai, d'une toux légère que sa mère n'aimait pas, mais dont il plaisantait. Puis, elle redescendit chercher la seconde série de brocs d'eau. Placée en face de lui, de l'autre côté de la table, sa mère lui racontait, à mesure qu'il venait à sa pensée, les détails de son emploi du temps. Elle se levait d'habitude pour la messe de 6h30, dont elle sortait vers 7. Aujourd'hui, elle était rentrée tout de suite à cause de bébé. Mais d'habitude, elle passait chez le boucher, qui ouvrait vers ce moment. On lui pesait la viande, qui attendait, dans son panier jaune, que la grande Marie l'apporta en venant, parce que c'était sur son chemin. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.